Ça marche. Donc, je disais déjà bonsoir à tous et merci de m'avoir proposé cette invitation pour les petits jeunes CJMS. On encourage à continuer à bosser pour nous relayer, hein, parce qu'on commence à vieillir, nous, donc on a besoin de jeunes. Euh, je vais donc traiter le sujet que vous m'avez demandé, les urgences sur le terrain. Vous n'hésitez pas, de manière à ce que ce soit interactif, à me poser une question en direct. Ce sera plus simple que de regarder le chat si vous êtes OK tous. Vous n'hésitez pas à m'interrompre sur un truc que je viens de dire ou autre, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et on va faire le truc un peu en trois parties, mais rapidement, c'est-à-dire un petit rappel sur qu'est-ce que vous devez préparer en amont quand vous surveillez des compétitions terrain. Et après, les grosses urgences médicales, mais pareil, je vais survoler, je vous enverrai mon topo, donc comme ça, si vous voulez le regarder après, il n'y a pas de souci. Et on finira par la traumato. Donc, dans les urgences terrain, alors, hop, bien qu'il avance le truc. Donc, du terrain, en tant que médecin du sport, bah, c'est quasi indispensable d'en faire parce que ça vous permet de comprendre plein de trucs quand vous surveillez les compétitions sur le terrain. Et que moi, bah, ça fait maintenant bientôt 40 ans que j'en fais. Alors certes, ça vous prend des week-ends, mais c'est là qu'on apprend notre travail et qu'on apprend à gérer localement plusieurs choses. La relation médicale avec tout le staff technique et tous ceux qui travaillent avec vous, qui est hyper importante à connaître et c'est vrai qu'on peut vous le transmettre, mais c'est qu'en faisant qu'on aborde progressivement les choses avec le staff technique. Et puis après, vous allez voir de la traumato, notamment sur le terrain, puisque c'est essentiellement ça qu'on voit, qui est pas inintéressante de voir la traumato, comme je le dis souvent, à H0, parce que vous avez la possibilité d'examiner les sportifs tout de suite, contrairement à 24 ou 48 heures dans votre cabinet après, où l'examen peut être complètement différent, comme vous les voyez en pathologie chronique, où vous êtes dans un autre domaine aussi. Donc sur la partie terrain, je ne vais pas m'étendre sur mon activité qui est multiple et variée dans différentes fédérations, dans différents Jeux olympiques, dans différentes équipes de France, notamment judo et pentathlon moderne. Alors, juste sur le terrain rapidement, les choses sur lesquelles je vais passer. Le secteur médical dans les fédérations, les clubs, il y a une certaine hiérarchie qui est faite et un certain fonctionnement qu'il faut connaître. C'est-à-dire, en clair, quand vous surveillez une compétition dans un sport donné, ce soit un sport que vous connaissez et que vous pratiquez éventuellement, ou un sport que vous ne connaissez pas, il faut évidemment s'enquérir des modalités de fonctionnement de l'intervention du médecin lors des compétitions notamment, et s'assurer que vous êtes bien au clair de la manière dont ça fonctionne. Vous le savez, je vais prendre le foot. On ne monte pas sur le terrain n'importe comment, on monte sur le terrain qu'à la demande de l'arbitre, sauf urgence absolue, qui est en clair le gros malaise ou l'arrêt cardiaque. Voire maintenant la commotion cérébrale, mais même la commotion cérébrale, c'est l'arbitre qui nous demande de monter. Sur le judo, vous montez pas sur le tatami avec votre petite chaussure. Il y a des choses à connaître et les judokas sortent du tatami, sauf pareil, urgence importante sur le tatami. Et je rappelle qu'il y a le fameux secret médical sur lequel je ne vais pas m'étendre, c'est pas le but du jeu, mais faites attention quand vous surveillez des compétitions, notamment nationales ou internationales, où vous êtes médecin dans un club. Il y a toujours notamment les journalistes qui rôdent autour de l'équipe et qui finissent par vous connaître puisque vous les voyez régulièrement et qui, lors d'une blessure, vont venir vous voir et insidieusement vont vous poser la question, tiens, lui, il s'est fait un genou tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a? Et puis vous êtes parti dans votre truc et vous oubliez que secret médical il existe et que même sur un journaliste que vous connaissez parce qu'il vous suit lors de l'équipe que vous encadrez, que ce soit une équipe de France ou une équipe de club professionnel ou pas, méfiance, vous n'avez pas à lui dire quoi que ce soit, vous lui dites, bah, écoute, tu as le joueur là-bas, tu vas l'interroger tout seul.
C'est un truc auquel il faut faire attention parce que tant que le sportif, parce que le problème, vous le savez comme moi, c'est qu'avec les réseaux sociaux, le journaliste, l'information va partir tout de suite sur les réseaux sociaux avant même que le sportif ait le temps d'expliquer au journaliste ce qu'il a eu. Donc parfois, il peut ne pas aimer que ce soit pas lui qui l'ait dit. Il pourrait se retourner contre vous. Voilà, c'est juste une petite alerte que j'aime bien rappeler parce que on est pris dans le truc, etc. Les fédérations, faut savoir qu'il y a un certain nombre de trucs qui se passent au niveau des fédérations sur le plan médical. Il y a un médecin fédéral national qui est élu ou qui est nommé, ça dépend des fédés. Vous avez un médecin coordonnateur qui gère, lui, tout le suivi de la surveillance médicale réglementaire des athlètes listés. Vous avez un ou plusieurs médecins des équipes de France. Tout ça, ça compose la commission médicale nationale. Et maintenant, il y a la commission sport santé, voire un médecin qui s'occupe du sport santé dans la fédération ou plusieurs, et qui regroupe l'ensemble des médecins. Alors, pour votre information, l'UNMF, le premier acronyme que vous avez sur la diapo, qui est l'Union nationale des médecins des fédérations depuis maintenant un an, parce qu'on a changé la composition. Avant, ce n'était dans cette association-là que les médecins fédéraux nationaux. Maintenant, on l'a ouvert et en fait, tous les médecins qui travaillent dans une fédération, quel que soit le poste que vous occupez, se regroupent au sein de l'UNMF. Donc, il peut y avoir plusieurs médecins par fédération qui font partie de cette association. On aura d'ailleurs des. Donc, je vous engage à aller sur le site de l'UNMF. Et je vous rappelle qu'il va y avoir des élections pour refaire un bureau au mois de mai ou juin 2025, une fois que toutes les commissions médicales auront été définitivement faites. Voilà, ça peut intéresser tous les médecins qui bossent dans des fédérations pour pouvoir intégrer cette Union nationale des médecins fédéraux et travailler sur différentes thématiques, que ce soit le contenu de la SMR, que ce soit l'encadrement des équipes de France ou de clubs professionnels, que ce soit plein d'autres thématiques diverses et variées. Donc les missions, elles sont nombreuses au sein de la commission médicale dans une fédération ou dans un club. Il y a la politique médicale, il y a la surveillance médicale réglementaire qui peut s'appliquer à vos athlètes, même si vous encadrez qu'une équipe de club, une équipe de club simplement. Il y a l'encadrement, il y a la surveillance des compétitions. Et quand je dis encadrement équipe et surveillance compète, il y a toutes les préparations. Si vous encadrez des équipes de France et qui partent à l'étranger, il y a la gestion du décalage horaire à programmer et il y a toute la partie alimentation et nutrition, parce que quand on va dans des pays à l'extérieur de la France, on n'a pas forcément la même alimentation disponible. Et donc, il faut voir avec l'intendant des équipes de France ou des équipes de gros clubs que vous suivez pour bien se mettre au goût du jour sur les différents menus qui seront proposés à vos athlètes et qui ne soient pas trop dépaysés. Donc voilà. Alors, composition de l'équipe, je rappelle que c'est le médecin ou le médecin-chef, quand vous êtes plusieurs, qui chapeaute l'ensemble du dispositif médical. Il va être aidé principalement de masseurs kinésithérapeutes, évidemment. Et il peut y avoir certaines équipes où, notamment, on est dans le parasport, où il peut y avoir des infirmières et des podologues en plus. Vous avez toujours qui gravitent autour des ostéopathes qui sont ni médecins ni kinés. J'ai fait juste un petit rappel par rapport notamment au JO que lors des équipes au JO, il y avait principalement dans l'équipe de France des médecins et masseurs kinésithérapeutes, dont au moins la moitié étaient capables de faire de l'ostéopathie chez les kinés. Et qu'à la polyclinique que j'ai gérée pendant les Jeux, on avait, à la demande du CIO, intégré des ostéopathes, ni médecins ni kinés, mais qui étaient très minimes, puisqu'ils n'étaient que deux ou trois, et que la majorité des masseurs kinés qu'on avait à la polyclinique avaient tous la double valence avec l'ostéopathie. Donc pareil, faites attention quand vous avez des ostéopathes qui gèrent tel ou tel sportif, de bien leur demander qu'ils fonctionnent avec vous comme avec le masseur kiné. C'est-à-dire, c'est vous qui faites le diagnostic, c'est les masseurs kinés et les ostéopathes qui suivent vos directives. Et l'ostéopathe, il est dans le même moule, entre guillemets, pour moi, que le masseur kinésithérapeute. C'est-à-dire, c'est pas lui qui décide des différents examens qu'il faut faire. Surtout que c'est à vous de faire le diagnostic le plus précis possible. Surveillance de compétition, je rappelle qu'il y a les contrats de travail que vous retrouvez sur le site du Conseil de l'Ordre. Vous les avez, il y en a de trois types qui sont sur les encadrements des équipes de France ou des équipes de clubs pro. Les
et ces contrats de travail, je rappelle qu'il faut les remplir, les signer avec le club ou la fédération avec laquelle vous travaillez. Et il est à envoyer à votre conseil de l'ordre départemental où vous êtes inscrit, même si vous faites des compètes dans un autre département. Vous l'envoyez bien que au conseil de l'ordre dans lequel vous êtes inscrit. Ils sont absolument obligés de savoir que vous allez travailler en dehors de votre lieu d'exercice habituel, de manière à le savoir et pas considérer ça comme de la médecine foraine. Voilà. Quand vous avez une surveillance de compétition à faire, c'est pas le jour même ni la veille au soir qu'on s'y prépare, hein. Donc, ça m'est déjà arrivé de refuser de surveiller une compétition parce qu'ils nous appelaient le vendredi soir pour le samedi matin et qu'ils n'avaient rien prévu pour qu'on puisse voir les sportifs correctement. Donc, dès lors que vous ne pouvez pas exercer votre métier correctement, vous avez le droit de refuser, hein. Vous ne vous sentez pas obligé, parce que notamment les trucs interclubs, vous allez avoir éventuellement un de vos enfants qui serait susceptible de participer à cet interclub. L'entraîneur sait que vous êtes le parent de l'un d'entre eux, que vous êtes en plus médecin du sport, et il vous dit, bah, c'est bon, demain, tu es avec ton fiston ou ta fille, tu surveilles la compète, donc tu feras médecin du sport en même temps. Ben, c'est là que commencent les emmerdes si vous n'avez pas préparé le truc largement en amont. Donc il y a toujours un lien de subordination avec le club ou l'organisme ou la fédé qui vous demande, parce qu'ils vont vous envoyer à minima un mail avec le lieu, l'heure à laquelle il faut que vous soyez là et quel type de compétition vous allez surveiller. Dans les défraiements, alors vous avez le droit de faire la surveillance de compétition gratuitement, pas conseillé, mais vous avez le droit. L'idée, c'est d'avoir plutôt un salaire plutôt recommandé, puisqu'il y a lien de subordination, mais en fait, ça dépend un peu de votre mode d'exercice que vous pratiquez. Grosso modo, si vous êtes libéral, vous avez le droit de demander une note d'honoraire à l'organisme qui vous utilise. Sachez juste, mais vous le savez, que si vous demandez une note d'honoraire, vous payez plus de cotisations que n'en paiera la fédération. Donc, si vous ne voulez pas vous retrouver avec une somme ridicule, parce que vous avez demandé la même somme que celui qui a éventuellement une fiche de paye, n'oubliez pas que c'est vous qui payez vos charges. Et donc, bah, vous allez demander forcément plus à la fédération pour être payé dans la journée. Donc, les assurances professionnelles, je rappelle qu'elles sont à deux niveaux. Vous avez une RCP collective que doit prendre le club ou la fédération qui vous utilise. Et ça doit être inclus dans le RCP collectif, que ce soit pour assurer les médecins, les kinés qui travaillent au sein de ce club ou au sein de cette fédération. Et vous, il faut que vous prévenez votre assureur professionnel que vous avez pour votre exercice habituel dans votre cabinet ou à l'hôpital ou clinique, pour avoir votre RCP individuel à jour, au cas où il se passerait quelque chose sur le terrain. Donc c'est indispensable à avoir ça, hein. Vous ne pouvez pas vous prémunir et vous dire je ne ferai pas ce genre de truc. Si, il faut prévenir votre assureur. Et si possible, avoir un contrat ad hoc. Maintenant, si vous n'avez pas de contrat et que vous avez juste un mail qui vous dit bien quel endroit faut aller et qu'est-ce que vous allez faire, etc., vis-à-vis des avocats du droit du travail, ça peut suffire, surtout si c'est du one-shot sur une compétition donnée. Mais si vous faites un truc régulier dans un club ou une fédération, essayez de tendre vers la possibilité d'avoir un contrat, alors qui peut être CDI à temps partiel au début. Maintenant, si c'est enfin, un CDD, je veux dire, d'usage au début, mais si vous savez très bien que si vous dépassez les 2 ans en moyenne de CDD, à un moment donné, ça se transformera en CDI, hein, même si le club ne souhaite pas le faire, parce qu'évidemment, si vous êtes 10 ans dans un club, à un moment donné, puis qui vous vire sans raison médicale évidente, certains de nos collègues sont allés au prud'homme et ont gagné. Le problème, c'est que vous allez commencer à être grillé vis-à-vis de la fédération en question, parce que s'ils savent que vous allez au prud'homme parce qu'on vous a viré gentiment pour mettre un autre médecin à la place, sans que vous ayez fait de faute professionnelle particulière, voilà, c'est comme ça que ça se passe dans les clubs pro, il faut le savoir, notamment, donc prudence et couvrez vos arrières, entre guillemets.
Voilà, donc dans le contrat, vous avez la réglementation médicale fédérale qu'il faut connaître si c'est un sport que vous ne connaissez pas ou peu. Donc allez sur les sites des fédérations, globalement vous le trouvez, même si parfois c'est un peu compliqué à trouver. Et dans le cadre de l'Union nationale des médecins des fédérations, l'UNMF, on est en train de refaire tout le site pour essayer de récupérer tous les règlements médicaux de chaque fédération et pouvoir les mettre à votre disposition sur ceux qui seront au sein de cette Union nationale des médecins des fédérations. Demandez bien si vous surveillez que les sportifs ou si vous surveillez sportifs et publics. Ça dépend évidemment de la taille de la manifestation. Est-ce que c'est télévisé, pas télévisé? Il y a évidemment une grosse différence entre je surveille juste un interclub et je surveille une compète dans un dispositif très important au Stade de France, par exemple, hein. Pour l'avoir fait au Stade de France, on peut se retrouver entre 8 et 12, voire 13 médecins sur place, avec tout un dispositif, évidemment, qui est mis en place, avec parfois même un véhicule SMUR sur place au Stade de France, prêt à évacuer le sportif en cas de problème important. Donc, vérifiez si vous avez un moyen d'évacuation avec vous. Ça peut être une équipe de secouristes avec son véhicule pour aller jusqu'au SMUR dans les gros trucs. Et il est de bon ton, quand vous surveillez une compétition dans un endroit donné, d'essayer de prévenir quand même le service d'urgence proche pour leur dire que vous surveillez une compète, que vous allez faire pas mal de tri et vous allez gérer pas mal de choses vous-même sur place. Mais il se peut que vous ayez besoin d'évacuer, donc qu'ils ne soient pas étonnés. Vous vérifiez dans le matériel que si c'est eux qui mettent du matériel à disposition ou si vous venez avec votre propre matériel, que vous ayez des salles d'examen pour examiner, à minima au moins une salle pour examiner, en vous méfiant que s'il n'y a qu'une seule salle d'examen et que la compétition est, on va dire, au moins nationale, mais parfois régionale, ça peut arriver, il peut y avoir des contrôles antidopage. Et il y aura priorité aux médecins ou aux techniciens du contrôle antidopage pour préempter cette salle. Et une fois qu'ils l'ont préempté pour faire leur contrôle antidopage, vous ne pouvez plus rentrer dans cette salle d'examen, donc vous vous retrouvez dans le couloir à examiner les gens. Donc pareil avec l'organisateur, assurez-vous qu'il y ait au moins deux salles d'examen, une pour vous et une pour le contrôle antidopage s'il y en a une. Et donc vous voyez que avant d'accepter de surveiller une compétition, il y a tous ces petits éléments-là qu'il faut prendre en compte et de vraiment établir avec l'organisateur une vraie stratégie d'intégration du médical et à quel niveau vous le surveillez, et de savoir si vous êtes plusieurs médecins, si vous êtes plusieurs masseurs kinésithérapeutes, s'il y a plusieurs secouristes, et que tout ça, il faut le préparer en amont. Donc, c'est un peu pour ça qu'il faut être sûr que vous arriviez à avoir tous ces éléments-là. Au niveau de vos obligations, vous en avez quelques-unes, hein, obligations de moyens plus ou moins de résultats, ouais. C'est bien le médecin qui est responsable de ses actes, hein. Si vous faites une bêtise sur le terrain, ça ne sera pas l'organisateur, ce sera vous. Et vous risquez de le payer secondairement et d'avoir des petits soucis pour réintégrer votre cabinet libéral juste après. Vous ne faites pas de signature de CACI sur le terrain, donc des certificats d'absence de contre-indication, parce que Tartampion, il a oublié son certif et que c'est un sportif renommé, bah, tant pis, il n'avait qu'à le faire, hein. Donc vous, vous refusez de le faire sur le terrain, vous n'êtes pas outillé pour faire un certificat d'absence de contre-indication sur le terrain. J'insiste bien là-dessus, hein, ce n'est pas le lieu pour les faire. Et vous tenez un registre de toutes les personnes que vous voyez avec les consignes que vous leur avez données derrière, une fois que vous avez géré leur petite urgence sur le terrain. C'est vraiment indispensable de le tenir. Soit il y a des registres spécifiques par fédération avec des fiches de traumato notamment à remplir, soit il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, vous tenez un registre, alors que ça soit papier sur ordinateur ou autre, ou tablette comme vous voulez, mais vous tenez à jour tout le registre, un peu comme font les secouristes où ils ont un cahier, un cahier et ils notent tous les patients qui viennent les voir. Vos responsabilités, je passe dessus, elles sont évidemment de quatre ordres, hein, ordinal, civil, pénal et contractuel. Et donc vous voyez qu'il faut un cahier des charges très complet. Trousse médicale, c'est pas exhaustif ce que je vous ai mis là. C'est le minimum syndical pour tout médecin qui est présent. On ne vous demande pas en tant que médecin du sport de faire de l'urgence absolue, hein. C'est-à-dire qu'on va le revoir après. Vous n'avez pas forcément toute la formation que peut avoir un urgentiste sur le terrain, qui est capable de faire beaucoup plus de gestes que le médecin du sport qui n'est pas formé à l'urgence.
mais vous avez un minimum syndical à faire quand même sur le terrain, ce qui parfois va vous pénaliser si vous n'avez pas une formation d'urgentiste à côté, puisque certains organisateurs préfèrent y mettre des urgentistes. On a eu le gros débat dans la préparation des JO de Paris en 2021-22 avec les organisateurs et le CIO, parce qu'ils voulaient quasiment à chaque fois un médecin d'urgence et un médecin du sport qui gérait tout le site. Il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui l'ont fait, et que, bah, à un moment donné, on s'est retrouvé sans médecin forcément d'urgence, puisqu'il n'y en avait pas assez, et que c'était le médecin du sport qui était là. Ça a couiné de temps en temps au niveau du CIO, mais voilà. Et, truc important, assurez-vous que vous ayez à votre disposition un défibrillateur, on va dire automatique ou semi-automatique, je m'en fous, mais qu'il y en ait un sur place. Parce qu'en cas d'arrêt cardiaque, qu'on va voir rapidement juste après, si vous n'avez pas de défibrillateur avec vous, vous risquez d'être, entre guillemets, attaqué si la famille porte plainte pour défaut de prise en charge. Vous serez indéfendable vis-à-vis des juges s'il n'y avait pas sur place un défibrillateur. Alors vous aurez beau dire, ah bah ouais, mais moi je l'ai demandé à l'organisation, quand je suis arrivé, il y était pas. S'il n'y est pas, vous assurez. Mais si vous assumez, s'il se passe un arrêt cardiaque, alors je vous rassure, il s'en passe pas un toutes les 5 minutes. Mais s'il y en a un, vous ne serez pas bien si vous n'avez pas eu de défibrillateur automatique le temps que les secours, et donc vos petits collègues du SMUR, arrivent. Donc, pour info, ça m'est arrivé une fois de partir de la surveillance de compétition que j'étais venu, parce que c'était prévu que j'avais un défibrillateur automatique et il n'y en avait pas quand je suis arrivé. Les secouristes n'en avaient pas. Il y en avait une équipe de secouristes qui devait revenir 2 heures après avec un défibrillateur. J'ai dit, je ne surveille pas la compète tant que je ne l'ai pas, donc il faut vous affirmer et le dire. Et tant pis si vous êtes insulté de tous les noms, mais c'est vous qui êtes responsable, hein. Donc, ça ne sera pas l'organisateur, même s'il sera plus ou moins mis en cause par défaut d'organisation, mais sur le plan médical, c'est vous. Donc, protégez-vous quand vous surveillez une compétition et essayez d'avoir un minimum un défibrillateur qui est sur place et qui fonctionne. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des questions sur la partie juste exercice ou accepter une compétition quand vous acceptez de surveiller une compétition ou d'encadrer une équipe, que ce soit une équipe de foot ou une équipe de club? Non, tout. Bonjour. Ouais, Moi, j'avais une petite question. On m'a demandé, donc je suis en Bretagne, on m'a demandé d'encadrer un championnat de lutte bretonne ouais. avec plusieurs nations, environ 150 sportifs, 2000 spectateurs. L'organisateur me dit non, non, on fait ça souvent, on n'a pas besoin de demander aux secouristes de venir, il n'y a que le médecin. À partir de quand est-ce qu'il faut qu'il y ait une équipe de secouristes, sécurité civile ou quoi, en plus? Alors, il n'y a pas de règle. C'est le préfet local qui va décider, si tant est qu'ils ont déclaré leur compétition à la préfecture. Et c'est en fonction du nombre de personnes et tout que le préfet peut décider et demander à l'organisateur d'avoir un minimum de secouristes, éventuellement une équipe médicale, enfin une équipe de secouristes pour pouvoir intervenir. Voilà. Le seul truc, c'est que tu peux gérer. Le seul truc, c'est que s'il te dit, bah non, vous allez gérer les sportifs et le public, il faut juste que l'organisateur sache que si tu as un truc dans le public, bah, tu n'es plus disponible pour les sportifs. Eh oui, Il se passe quelque chose sur le tapis, sur le tatami des lutteurs, là, et ben, ils vont attendre que tu aies fini de gérer la pathologie dans le public. Et si tu es ok. tout seul, donc c'est ça qu'il faut que tu lui dises, hein. Il va y avoir 2000 spectateurs, il peut se passer des choses dans le public. Ce serait peut-être bien d'avoir à minima une équipe de scoristes qui puisse gérer au moins tous ces petits trucs-là, parce que sinon, toi, tu vas être appelé beaucoup plus pour gérer le public que pour gérer les sportifs. Et que si tu es en train de gérer un malaise ou je ne sais quoi dans le public, tu te dis bien que tu vas pas laisser le malaise tranquille pour aller gérer ensuite le tapis ou la surface de compétition. Voilà, donc c'est à toi de dire à l'organisateur, moi je veux bien, hein, mais si je gère les deux, sachez que ça se trouve, je serai peut-être à 50% sur le public, 50% pour vous, et que je peux être pas disponible tout de suite pour aller voir le sportif. Ok, OK? Donc ok, à toi de merci, ouais. voir à toi de voir effectivement avec l'organisateur pour bien lui mettre ses responsabilités en face et que s'il veut que ça se passe bien, je ne sais pas si ça sera, il y aura la télé, France 3 sur place ou je ne sais quoi, mais si en plus tu as la télé et qu'il se passe un truc sur le terrain mais que le médecin il est pas disponible, ça va la foutre mal, quoi. Donc Ouais.
À toi de lui poser des questions là-dessus en lui disant bien, moi, j'ai pas de souci pour gérer ça, mais s'il y a 2000 spectateurs, je vais être un peu short pour gérer tout le monde, quoi. Voilà. Ok. OK? Ok, merci. Et j'en profite aussi par rapport au contrat à signer. Moi, je suis interne. Je suis thésé, j'ai ma licence de remplat. On m'a dit que je ne pouvais remplacer, enfin, utiliser ma licence de remplat que pour remplacer un médecin de ma spécialité, donc MPR. Mais par rapport au fait de contractualiser avec le conseil de l'ordre de son département d'exercice, est-ce que moi, ça veut dire qu'il faut que je trouve quelqu'un de mon département d'exercice ou comment dire, d'un autre département, c'est OK. Et tant que je le remplace derrière, Non, euh, dès lors que tu le remplaces, toi, tu préviens le conseil de l'ordre dans lequel tu as demandé ta licence de remplat. OK. Comme quoi, tu vas faire du terrain, dès lors que tu es taisé, tu as le droit, d'accord? Toujours sous couvert, effectivement, d'un autre, mais ça peut être un médecin qui est en dehors de ton département, mais toi, tu le préviens, ton conseil de l'ordre départemental où tu as demandé ta licence. OK. Super, OK? merci. Ouais, merci. D'autres questions sur la partie organisationnelle, parce que c'est quand même important que vous ayez toutes ces notions-là avec vous. Non, c'est bon. Donc, je passe. Donc, on va avancer rapidement. Donc, vous avez un certain nombre de pathologies médicales à gérer sur le terrain, donc tout ce qui est malaise. Alors, ça va de l'épuisement, troubles digestifs, malaise vagal, syndrome fébrile, enfin bref. Bon, c'est de la médecine classique. Sachez effectivement que si on vous demande d'aller surveiller un marathon, il fait 35 degrés dehors, vous risquez d'avoir des petits problèmes d'hyperthermie maligne. Donc, il faut vous y préparer. Et vous allez me dire, bah ouais, mais si je gère tout seul, ça va être compliqué. C'est vrai. Donc, c'est mieux d'avoir une équipe médicale avec soi pour pouvoir vous aider. Donc, voilà, c'est toujours les discussions à avoir entre l'organisateur et vous, ce que vous êtes capable de faire et ce qu'il pourrait y avoir comme pathologie dessus. Donc, je ne rentre pas dans le détail de tout ça. Il n'y a pas de traitement spécifique chez les sportifs. C'est juste qu'il peut y avoir des conditions atmosphériques dans lesquelles ça se déroule qui peuvent déclencher tel ou tel type de pathologie. Ensuite, le plus important, qui est pourtant le plus facile à gérer, bon, moi c'est facile parce que j'ai fait 25 ans d'urgence, donc on sait toujours, c'est le genre de truc qu'on ne perd pas, c'est gérer l'arrêt cardio-respiratoire. Alors, avant de le gérer, il faut se mettre d'accord en amont de savoir ce que vous faites. Est-ce que vous le gérez sur le terrain et vous attendez, entre guillemets, que le SMUR arrive? Parfois c'est long, mais voilà. Ou est-ce que vous commencez à le gérer sur le terrain, puis vous l'évacuez dans l'infirmerie et vous continuez les manœuvres dans l'infirmerie derrière? C'est à vous de mettre le protocole en place avec l'organisateur. Et encore plus quand c'est télévisé, parce que vous vous doutez bien que le moindre truc va être pris en charge directement par les télévisions et vous aurez votre photo à la une dès le lendemain. Surtout si vous avez fait une connerie. Donc, gestion de l'arrêt cardiaque, vous définissez à l'avance, il n'y a pas de règle là-dessus. Soit je déclenche tout de suite et je fais les gestes tout de suite sur le terrain et je continue à faire les trucs sur le terrain ou le gymnase ou autre, là, dans l'endroit où vous êtes, en attendant que le 15, si vous êtes en France, arrive, et après l'avoir prévenu, hein. Et soit vous décidez, parce que vous êtes sur une grosse manifestation et vous préférez démarrer le massage et tout, mais très vite vous l'amenez dans un lieu en dehors du public et tout. C'est un choix, ça se discute, les deux sont valides. La tendance avant, c'était plutôt scoop and run à l'anglaise, c'est-à-dire je démarre, je cours, je sens trop masser et je remasse derrière. Maintenant, comme vous l'avez vu sur certains matchs de foot internationaux, ils commencent et ils font tous les gestes sur le terrain, quitte à ce qu'il y ait des secouristes et des aides qui viennent mettre des draps blancs autour pour cacher le truc. Mais voilà, donc le tout, c'est de le prédéfinir à l'avance. Quand on est au Stade de France et tout, il y a des guidelines bien précises et le médecin qui gère le terrain avec le médecin qui supervise tout le stade, tout ça, c'est prédéfini à l'avance et il y a même des exercices pré-match qui sont faits de manière à ce qu'on sache, qu'on mette bien en place le rôle de chacun. Si maintenant vous êtes dans une petite manifestation, vous êtes tout seul, il n'y a pas de télé, il n'y a rien, ben, vous allez gérer sur place l'arrêt cardiaque directement en ayant appelé le 15 et en priant qu'ils arrivent rapidement parce que sur place, en tant que médecin du sport, vous allez être assez limité dans les gestes. En clair, je passe sur tout ça puisque vous pourrez le lire.
Il y en a à peu près 1500 par an dans le contexte activité sportive, probablement un peu sous-évalué, compte tenu du fait que même un sportif lambda qui fait un footing dans les bois, qui rentre chez lui, qui fait son arrêt cardiaque derrière, la première question qu'on pose, c'est pas forcément est-ce qu'il a fait un footing dans les bois juste avant. Donc, il y en a sûrement qui passent à l'as. La moyenne d'âge, vous les connaissez, les pathologies, je ne refais pas un cours dessus, vous les connaissez aussi, hein. Plus de 35 ans, c'est la coronaire. En dessous de 35 ans, c'est toutes ces pathologies-là. Faites gaffe quand vous êtes sur le terrain, il peut y avoir des commotions cordis, c'est-à-dire des chocs violents sur le thorax. Je vous rappelle que le cœur, il est tenu par des mésos, et dès qu'il y a un choc dessus ou une décélération importante, ben, le méso qui retient les mésos qui retiennent le cœur, le muscle cardiaque, ça bouge. Et il peut y avoir des contusions contre la paroi thoracique et des hématomes intramusculaires. Et qui dit hématome dans le muscle cardiaque dit trouble du rythme derrière, vous le savez. Donc voilà. Donc il faut reconnaître l'arrêt cardiaque. Je passe sur tout ça. La chaîne de survie, c'est le 15 et le 112 à l'étranger. Alors, ce qu'on vous demande à votre niveau, si vous n'êtes pas urgentiste, la base, c'est s'il est inconscient et que ça ne circule pas, et vous me prenez bien le pouls en carotidien, hein, pas ailleurs, et faites gaffe chez les sportifs parce qu'il y en a qui peuvent battre au repos, et qui peuvent avoir une bradycardie, donc restez au moins sur 10 secondes, parce que si sur 10 secondes, vous n'avez pas du tout de pouls et qu'il est inconscient, eh ben, effectivement, il est par définition en arrêt cardio-respiratoire. C'est rare qu'à sur un sportif là, il ait quelque chose qui est venu encombrer ses voies respiratoires, donc c'est rarement ça qu'on est en train de regarder, mais vous avez le droit de le regarder quand même. Si vous êtes tout seul, entre guillemets, ben, vous allez vous faire aider par éventuellement des secouristes locaux. Si vous n'en avez pas avec vous, il y en a toujours un ou deux qui traînent dans le public ou parmi les organisateurs, qu'il va falloir se relayer pour masser. Et le rythme, il est simple, hein, c'est 100 à 120 par minute. Et toutes les 2 minutes, je fais le relais. Et je vous ai parlé tout à l'heure du défibrillateur automatique. C'est dès que vous avez repéré l'arrêt cardio-respiratoire, il y en a un qui vous cherche le défibrillateur. Soit il sait le poser, soit c'est vous qui le posez. Mais pendant que vous le posez, il y en a un autre qui masse. Et tant que vous n'avez pas appuyé sur le petit bouton pour faire l'analyse, tout le monde masse. Et une fois que vous appuyez sur le bouton, on lâche tout. On attend que le défibrillateur nous dise ce qu'il en est. Je choque ou je choque pas. Et vous reprenez le massage, qu'il y ait eu choc ou pas choc. Vous reprenez le massage et toutes les 2 minutes, vous faites vos séquences. Et tant que vous faites ça avec juste massage, défibrillateur, vous avez fait ce que vous êtes capable de faire à la base. On ne vous demande pas forcément de ventiler, surtout si vous n'avez pas d'embu ni quoi que ce soit. On ne vous demande pas de perfuser. On ne vous demande pas d'intuber, etc. Donc la base, c'est je masse, je pose le défibrillateur et je respecte ce truc de toutes les 2 minutes. Je refais mon check avec le défibrillateur et qu'il choque ou qu'il choque pas, je continue mon massage jusqu'à temps que vous aviez récupéré un pouls, puisque en fait, toutes les 2 minutes, vous allez vérifier s'il y a un pouls rapidement sur 10 secondes, puis vous relancez le défibrillateur, etc. Donc, ça, c'est la base de la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire actuellement. Et relayez-vous toutes les 2 minutes, maxi 4 minutes, pour faire un massage cardiaque, parce que vous allez vite fatiguer. Euh, Ceux qui n'en ont plus jamais fait, il faut bien le faire, hein. Donc bras tendus et vous faites une compression de la cage thoracique d'à peu près une dépression de 3 à 5 cm, hein. Donc tant pis s'il y a une côte qui pète, hein. Le but du jeu, c'est de sauver le muscle cardiaque et donc l'individu. Vous massez et à un rythme soutenu. Et je rappelle que le défibrillateur, j'aime bien cette petite diapositive-là. Euh, Au début, l'arrêt cardiaque, il n'est pas d'emblée en asystolie, hein. Il passe d'abord en grande maille, puis petite maille, puis asystolie. Et ça prend 1, 2, 3 minutes. C'est variable en fonction de la pathologie ou de l'individu. Donc, on va être d'autant plus efficace qu'on le prend tôt et que le défibrillateur va choquer. Il choquera plus quand on sera en asystolie. Donc, on sait déjà que si vous arrivez sur l'individu qu'il est déjà en asystolie, c'est mal barré, hein. Ça ne vous empêche pas de le faire, mais c'est mal parti pour essayer de récupérer l'individu en question.
Donc voilà, donc plus la défibrillation est tardive, plus la récupération de survie est 2%, et plus c'est précoce, plus on arrive à quasiment 30 à 40% de récupération. Ça veut pas, et donc ils arrivent entre guillemets pseudo-vivants à l'hôpital, ça veut pas dire derrière qu'ils ressortent tous vivants. Et donc on n'est pas très bon sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque, hein. Vous voyez que quand il y en a un, ça se finit souvent mal, mais plus c'est fait tôt, plus il y a des chances quand même qu'on essaye de le récupérer avec un rythme derrière sinusal et tout. Et il faut les surveiller le temps que le SMUR arrive. Et s'ils repartent en arrêt cardiaque, vous recommencez le truc juste après. Donc c'est alerté. Je passe sur tout ça. C'est toutes les recommandations des urgentistes européens récentes. Et voilà. Et pour l'urgentiste qui est sur place et qui a tout le matériel nécessaire pour pouvoir faire la réanimation au sens large du terme, bah, on peut poser des voies d'abord, intraveineuse ou intraosseuse. L'adrénaline, c'est du classique. La myodarone en cas de trouble du rythme, mais surtout si ça répond pas après les chocs, etc. Et puis on peut les intuber, mais tout ça, faut savoir le faire. Donc si vous savez pas faire, vous ne faites pas. Donc voilà pour l'arrêt cardiaque. Donc c'est simple, c'est angoissant pour ceux qui n'en ont jamais fait, mais il y a des trucs simples à faire le temps que vos collègues du 15 arrivent. Et parfois c'est long, ça dépend où vous êtes, et parfois ça mettra un quart d'heure, 20 minutes, voire un peu plus, hein. Donc il faut tenir le coup. Et je préfère avoir quelqu'un qui masse et qui choque le temps que le SMUR arrive, plutôt que quelqu'un qui arrête et qui nous dise bah, il y a eu un no-flow pendant 10 ou 15 minutes. Et en général, c'est pas bon pour la récupération derrière. Ça signe souvent l'arrêt cardiaque définitif. Bon, vous avez après toutes les pathologies hautes qui peuvent être des engordes d'effort. Alors, pas tellement chez le sportif, c'est plutôt l'encadrement qui est avec vous. Les personnes sont un peu plus âgées que d'habitude, mais quand vous êtes en déplacement avec une équipe ou autre, vous avez l'encadrement à gérer. Donc voilà, il faut essayer d'avoir, si possible, c'est mieux si vous avez un petit ECG portable sur le terrain, ça vous aide. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas, mais si vous avez la moindre suspicion, n'hésitez pas à les envoyer dans le service d'urgence proche pour pouvoir faire les soins ad hoc. Bon, les recommandations, je passe. Voilà. Sur les Disney, c'est principalement l'asthme. Je rappelle que l'asthme peut être induit par l'effort et que ça peut être une première crise d'asthme sur le terrain que vous êtes en train de surveiller. Bah, vous avez le droit de la traiter, hein. Parce qu'il y a quand même 500 décès par an liés à l'asthme qui pourraient être évités si toutes les crises d'asthme étaient traitées correctement. Il y aurait zéro décès. Ça, je vous le lirai tranquillement là-dessus. Sur l'asthme, vous avez donc différents facteurs, hein. C'est les types d'exercices, c'est la pollution, c'est la qualité de l'air, comme je vous l'ai dit, les saisons, qui peuvent être plus ou moins avec des facteurs allergisants. Les asthmes, c'est plutôt en air sec et froid, mais parfois humide. Je prends l'exemple des nageurs qui sont plutôt exposés aux produits chlorés qu'il y a dans les piscines et qui, sur un certain nombre d'heures de natation par semaine, il y en a certains qui développent au bout de 3 4 ans des asthmes allergiques à cause des produits chlorés qui finissent par abîmer tout le système ciliaire des bronches et qui finissent par se déclencher des crises d'asthme. Et ça peut arriver lors d'une compétition. Voilà, les éléments de gravité, c'est les trucs classiques, hein. Il a du mal à parler, il commence à tousser, commence à avoir des troubles de conscience, ça veut dire que le CO2 commence à monter. Il a des fréquences cardiaques, soit tachycarde, soit bradycarde. Bradycarde, c'est pas bon du tout, c'est-à-dire que ça va pas tarder à s'arrêter. Il y a des sibilants où il n'y a pas de sibilant, il y a un silence auscultatoire et le peak flow. Donc, ayez aussi un petit appareil peak flow avec vous dans votre trousse de secours. Trousse médicale, c'est pas mal. Et quand le peak flow est inférieur à 100, ça commence à être craignos. Donc, il y a les aérosols, évidemment, mais si vous n'avez pas tout ça sur place et que vous n'avez pas ce dispositif vous permettant de le faire, ben, très vite, il va falloir l'évacuer parce que ça peut très vite dégénérer en problème d'arrêt respiratoire et donc d'arrêt cardiaque derrière. Donc, je vais passer là-dessus. Les coups de chaleur, c'est l'hyperthermie, il faut la dépister. Je passe là-dessus. C'est soit des signes digestifs, soit des signes neuro, soit des signes cardio en fonction de la température et de sa déshydratation. Le premier truc, c'est le soustraire de l'atmosphère chaude, donc il ne faut pas hésiter à le refroidir. Donc des bains froids avec des glaçons, etc., sans problème, mais il faut le surveiller, hein, surtout s'il y a des signes neuro.
Et puis après, si besoin, de perfuser et tout. Mais si vous êtes tout seul, pareil, c'est déjà le soustraire de l'atmosphère chaude et le refroidir au maximum. Et très vite, passer la main, surtout si vous êtes seul et que vous n'avez pas d'urgentiste avec vous. Vous n'avez pas ces notions d'urgence parce que ça peut très vite dérailler avec un syndrome, un vrai syndrome d'hyperthermie d'effort et qui va entraîner donc tous les petits syndromes que je vous ai mis là et qui deviennent après de la vraie réanimation médicale. Donc, le traitement, voilà. Si on a moyen de perfuser sur place, on perfuse avec des solutés qu'on a réchauffés, etc. Et on peut traiter une éventuelle cause du coup de chaleur, parce que c'est pas forcément lié que à l'atmosphère chaude. Il peut y avoir d'autres choses qui le créent. La prévention là-dessus, ben, c'est l'acclimatation aux épreuves en atmosphère chaude, mais ça, c'est tout le staff technique qui est censé le faire. Et puis, l'organisateur peut préparer, notamment sur des marathons ou autres, des brumisateurs sur place. Il peut y avoir des réactions d'anaphylaxie. Pareil, ils peuvent avoir des étiologies très diverses. Et vous avez des allergies liées et induites à l'effort, hein, par libération de médiateurs différents, là, histamine, sérotonine, bradykinin. Et il y en a qui vont vous faire une allergie, un tableau d'allergie qui peut être plus ou moins important. L'allergie, c'est quoi, hein? Ça va surtout entraîner une vasodilatation périphérique. Qui dit vasodilatation périphérique dit moindre débit cardiaque qui arrive au cœur. Et donc la pompe cardiaque peut s'arrêter parce qu'il y a de moins en moins de liquide qui arrive, hein. Pour vous la faire courte, c'est ça en fait qui se passe. Donc l'idée, c'est de les remplir, de les allonger, de les remplir et de traiter ce terrain allergique qui entraîne cette vasodilatation périphérique qui est donc un moindre reflux sanguin vers le système cardiaque lui-même. Donc ça désamorce la pompe. Les signes, ils sont hyper variés. Vous avez tout, entre le malaise, je suis angoissé, j'ai des prurites, des picotements, des douleurs dans la gorge. Enfin, bref, il y a plein de petits signes qui peuvent vous faire penser à ce qu'il y ait un choc anaphylactique qui se prépare. Donc, ayez à minima des antihistaminiques. Sinon, adrénaline en stylo, ça marche très bien. Et s'il y a vraiment la moindre angoisse sur un choc anaphylactique, bah, ça peut être bien d'aller lui faire sa petite piqûre d'adrénaline pour entraîner cette vasoconstriction périphérique et remettre l'état hémodynamique dans le bon ordre. Mais il y a des diagnostics différentiels qui peuvent entraîner un peu la même chose, donc il faut y penser. Je vous ai les ai mis là. Je passe sur le traitement, hein. Voilà. Sur les crises convulsives, ça peut arriver. Il peut y avoir des athlètes de haut niveau, même de niveau lambda, qui sont épileptiques connus et qu'on a autorisé à faire du sport. Mais dans le contexte de la compétition, avec le stress que ça peut entraîner, peuvent nous déclencher quand même des crises convulsives. Voilà, c'est gestion de la crise convulsive, c'est pas propre à un sportif, hein. On évite surtout qu'il s'aggrave sa crise convulsive en cognant la tête et tout, donc on le protège. Ne mettez pas vos doigts dans la bouche, sinon vous n'avez plus de doigts. Donc vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez une canule de Guedel, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, vous me prenez un stylo ou une abaisse-langue ou n'importe quoi, de manière à ce qu'il évite d'avaler sa langue et de se la mordre surtout. Vous protégez l'axe tête-cou-tronc et surtout tête-cou. Et puis vous attendez que la crise convulsive passe. Alors parfois ça peut prendre 2-3 minutes avec une phase stertoreuse, je vous rappelle, où l'individu va quasiment plus respirer, puis d'un seul coup, hop, il reprend la respiration, qui peut être impressionnant pour ceux qui n'en ont jamais vu, et que vous allez commencer à paniquer en disant il est en arrêt cardiaque. Non, il n'est pas en arrêt cardiaque, il est en pseudo-arrêt respiratoire temporaire, et qui va revenir à lui. Mais parfois, ils ne reviennent pas avec lui, ce qui s'appelle un état de mal épileptique. Et là, ça va sortir de vos compétences, et donc il va falloir évidemment appeler vite le 15 qu'on puisse passer un certain nombre de produits derrière. Alors faites gaffe sur les commotions cérébrales où il peut y avoir des chocs, évidemment, sur la commotion cérébrale et qui peut être plus ou moins important avec entraîner éventuellement une crise convulsive. S'il y a crise convulsive post euh, euh, choc, commotion cérébrale, soit il se passe quelque chose dans le cerveau tout de suite, soit il y a un bas débit général lié au malaise vagal de la commotion cérébrale qui fait qu'il convulse et puis très vite il rentre dans l'ordre. Et ça s'arrête derrière. Donc attention à tout ça. Les signes d'accompagnement, c'est trucs classiques, hein.
myoclonie, etc. Ils peuvent être plus ou moins fébriles, parce que ça fait monter un peu la température, ou c'est la température qui a déclenché la crise convulsive, mais ça, vous le savez, notamment chez les petits. Moi, chez les athlètes, faites attention, ça peut être lié à des hypoglycémies. Et si vous avez des athlètes qui n'ont pas mangé ou des athlètes diabétiques qui existent aussi, pensez avoir au moins un appareil à dextro pour vérifier le taux de sucre circulant, parce que c'est en traitant l'hypoglycémie que vous allez traiter cette crise convulsive, entre guillemets. Voilà, et toute douleur abdominale, elle peut être soit traumatique, soit non traumatique. Donc attention, j'aime bien le redire, c'est déjà arrivé, des perforations d'organes creux sur des coups portés au niveau de l'abdomen, ça existe. C'est pas fréquent, mais ça existe. Et il ne faut pas que le jour J où vous surveillez une compète, vous avez ce type de douleur abdominale par choc direct. Sachez que les organes creux peuvent se perforer par la transmission de la pression du choc. Et on peut avoir des perforations du tube digestif. Ça arrive. Hein. On l'a eu au karaté il n'y a pas longtemps, sur le médecin du karaté qui nous l'a dit. Il y avait une perforation du grêle par un coup direct porté. Alors c'est sûr que ce n'était pas un petit coup, hein, c'était un coup important. Et tout ce qui est en sous-costal, faites gaffe. Hein, la 12e côte, la 11e côte, on s'en fout. Si elle est pétée, elle est pétée. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a en dessous. Et donc d'un côté, foie rate, et de l'autre côté, enfin foie rate et rein. Donc pensez-y. Et quand c'est pathologie thoracique, pensez à tout ce qui est derrière, c'est-à-dire le poumon et le cœur. Donc avant de dire que ce n'est qu'une pathologie costale ou cutanée, pensez à bien rechercher s'il n'y a pas de pathologie pulmonaire ou cardiaque sous-jacente. Alors si vous avez le moindre doute, vous évacuez l'individu vers le service d'urgence à côté. Si vous avez le moindre doute, quand vous observez quelqu'un qui s'est pris un coup à l'abdomen ou au thorax et qui est plié en deux et qui a vraiment du mal, et surtout que ça passe pas dans les 5, 10, 15 minutes qui suivent. Alors l'idéal, là encore, c'est si on a un petit fast écho avec soi, c'est pas mal, ça nous aide, mais tout le monde ne l'a pas. Alors après, le coronavirus, je vais passer. Bon voilà, sur les principales pathologies médicales terrain qu'on peut avoir, que ce soit les athlètes, que ce soit les entraîneurs ou que ce soit le public, c'est celle-ci qu'il faut gérer. Est-ce que vous avez des questions sur les parties urgences dites médicales? Non, pas de questions? N'hésitez pas à intervenir, hein, vous me coupez, il n'y a pas de souci. Question ou pas de question? Pas de question? Moi, j'avais peut-être une petite question Oui, Vas-y. ici aussi. sur l'hyperthermie maligne. Tu as dit qu'il n'y avait pas de choses spécifiques que tu allais détailler, mais juste brièvement, si on a un doute et qu'on a une hyperthermie, quels sont enfin, est-ce qu'il y a des tips pour refroidir le patient ou pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, si effectivement tu as le moindre doute sur une hyperthermie, tu as vu que les signes peuvent être hyper variés, mais tu es quand même sur un climat chaud. Hein. S'il fait 10 degrés, tu es sûr que tu l'auras pas, l'hyperthermie maligne. Donc, il faut les refroidir d'abord. Alors, les refroidir, c'est soit tu les soustrais à l'atmosphère chaude, tu les mets dans une tente, il fait moins chaud, et puis tu les couvres avec un truc refroidi, avec des glaçons, tout ce que tu veux. Tu les immerges dans un endroit, une poubelle d'eau froide, et tu mets des glaçons dedans, et ils se mettent dedans. Enfin bref, tu fais tout ce que tu peux dès lors qu'il est, entre guillemets, conscient, capable de se déplacer et capable d'effectuer le truc. Ou tu l'allonges sur un brancard, s'il est un peu limite, tu l'allonges sur un brancard et tu le recouvres avec une couverture et tu lui mets plein de sacs de glaçons bourrés d'eau froide, etc., pour le refroidir. OK? Ça, c'est le premier truc à faire. Et après, si ça passe pas, c'est clair qu'il va falloir commencer à le perfuser, etc. Mais si vous n'avez pas ce qu'il faut sur place, ça veut dire très vite vous appelez le 15, quoi. Ok, très bien, merci. Mais vous le refroidissez en premier, ouais, ça c'est clair. Mais si tu as des signes neuro d'emblée, parce que tu es arrivé trop tard, on t'a prévenu, le mec il titubait, il est tombé et il a 42 fièvre, il est déjà par terre, à moitié inconscient, c'est sûr que tu vas pas le plonger dans un truc froid. Tu peux commencer à le refroidir quand même, mais très vite il va falloir qu'on le perfuse et qu'on commence à passer les drogues ad hoc, puisque sinon il risque de se passer des choses que tu vas pas maîtriser derrière. Autre question? Oui, j'avais une question par rapport à l'antalgie sur le terrain.
sur un gros traumatisme, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on préconise en tout cas pour un Ah, effet rapide et bah, euh, l'effet rapide va être principalement, alors en effet immédiat, c'est antalgique palier 1 ou palier 2. Tu peux pas donner de palier 3, puisque déjà, il faut que tu aies de la morphine avec toi, c'est compliqué. On a le droit de mettre de la morphine en tant que médecin de terrain, urgentiste, dès lors que le patient, de toute façon, ça sera stop, parce que si tu vas jusqu'au palier 3, c'est qu'il a vraiment très mal. Type fracture ouverte déplacée sur le terrain, qu'il faut évacuer et qu'à l'infirmerie, on le perfuse, machin, et on lui passe les drogues pour le calmer. Donc là, oui, mais faut-il encore que le médecin il ait ce qu'il faut avec. Donc globalement, c'est antalgique. Pas d'anti-inflammatoire dans les phases aiguës d'un traumatisme, hein. Je le rappelle régulièrement, puisque ça va un peu à l'encontre des effets de détertion de l'individu dessus, même si, je vous rassure, les sportifs, ils n'ont pas attendu que vous leur en donniez ou pas, ils en bouffent régulièrement. Donc, vous avez au moins une chance sur deux qu'un sportif, il a déjà pris son anti-inf avant la compète pour se prémunir d'éventuelles pathologies diverses et variées, ce qui peut être parfois un problème notamment dans les marathons avec climat chaud, parce que comme ils ont déjà bouffé des anti-inf depuis 24 ou 48 heures, ben, ils modifient leur fonction rénale, hein, mine de rien, je vous le rappelle quand même, les effets secondaires des anti-inflammatoires, et que si en plus ils se déshydratent et tout, ils peuvent être encore plus sujets à faire des chocs hyperthermiques parce qu'ils ont déjà une fonction rénale qui est légèrement altérée. En plus, ils se sont déshydratés parce qu'ils n'ont pas bu correctement, etc. Donc, ça peut aggraver la prise d'anti-inflammatoires avant une compétition peut aggraver des pathologies médicales qui pourraient arriver pendant la compétition. Ok, donc voilà. Donc c'est plutôt antalgique, palier 1, voire palier 2, si vraiment ils sont très algiques. ok, on reste sur du Péros. Il n'y a Ouais, pas de non, ouais non, dit. tu passes Péros, hein, même si éventuellement, alors je dis, il a une fracture ouverte, mais tu n'as rien sur place, tu attends que le 15 arrive ou que les pompiers arrivent, tu peux lui donner, alors fracture ouverte, tu vas lui donner un palier 2 d'emblée, tu peux Ouais. lui donner Péros d'emblée, puisque ça ne va pas empêcher l'anesthésiste d'aller l'opérer parce que tu lui as filé un demi-verre d'eau avec le comprimé en question dedans, hein. Donc, t'hésites pas, tu donnes. Ok, très bien, Et merci. certes, l'anesthésiste va dire vous êtes à jeun, l'autre il va lui dire non, j'ai pris un demi-verre d'eau avec un comprimé de tramadol ou je ne sais quoi. On s'en fout, quoi, hein, puisque l'anesthésie, je vous rappelle, qui donne pas mal de trucs en péros avant d'opérer les gens, même en chronique, hein. Donc, vous calmez la douleur dès que vous pouvez, soit palier 1, soit palier 2. Alors, je vais finir par les aspects traumato rapides qu'on peut avoir sur le terrain. Il y a tout ce qui est plaies. En clair, sur les plaies, soit vous avez ce qu'il faut pour traiter sur place, soit la plaie, elle est trop profonde, elle est hémorragique et vous êtes tout seul sur la compète. Il est hors de question de passer une demi-heure à suturer un truc correctement à l'infirmerie, si tant est que les locaux dans lesquels vous êtes sont suffisamment propres, bien sûr, et que c'est hors de question de le faire. Donc, soit vous avez moyen de la faire et vous la gérez sur place parce qu'elle n'est pas profonde et que vous pouvez utiliser différents moyens de fermeture à votre disposition, on va le voir, soit vous comprimez, vous encerclez tout ça avec de l'élasto si besoin et vous évacuez l'individu vers le service d'urgence le plus proche. Les moyens de fermeture d'une plaie, c'est stéristrip, colle, agrafe, suture. On ne peut pas nacher les trucs sur une plaie. Surtout en urgence quand on en a besoin. Faites gaffe en fonction des sports. Pas aller mettre par exemple une agrafe du cuir chevelu à un judoka ou un lutteur, hein. Il va déjà pas aimer. Si éventuellement il a un combat encore après, parce que il a pu finir son combat, mais il est venu vous voir après. Si vous lui mettez une agrafe, un lutteur ou un judoka, je vous rappelle qu'il a son cuir chevelu qui va toucher le tatami régulièrement, voir le cuir chevelu de l'autre individu. S'il y a une agrafe, ça va pas le faire, hein. Donc il va falloir lui le suturer. Le rugbyman, c'est un peu la même chose, hein. Il va falloir le suturer en dehors du terrain, bien évidemment. Plaie du cuir chevelu chez le rugbyman, on peut très bien mettre un fil à suture 2-0 parce qu'il a une plaie qui fait 5 cm. Vous le suturez 2-0, vous l'entourez bien avec de l'élasto et comme lui, il a le droit de revenir sur le terrain, hein, ben, il peut finir son match et vous reprenez la suture une fois le match terminé pour faire un truc un peu plus propre en évitant les agrafes parce que très vite, le rugbyman, lui, il va reprendre son entraînement dès le lendemain. Donc, hors de question de lui mettre des agrafes. Maintenant, si c'est des sports où il n'y a pas de contact,
vous avez le droit dans certaines zones d'utiliser les agrafes, ou la colle, ou le stéristrip, ou la suture. C'est à vous de voir en fonction d'eux et de ce que vous êtes capable de faire. Donc on ne s'interdit pas de suturer sur le terrain, mais dans des conditions correctes, avec le bon matériel, et surtout qu'il vous faut quand même un peu de temps, hein. Minimum syndical, c'est quand même 5 à 10 minutes en fonction de ce que vous avez à gérer. La boxe, c'est pareil, hein. Soit vous avez vos petites compresses avec des hémostatiques dessus et ça suffit, avec un peu de vaseline par-dessus, puisqu'on ne peut pas mettre de pansement ni de machin, ça ne tient pas. Avec la sueur et tout, c'est impossible, hein, sur le visage. Soit la plaie est trop importante et c'est donc arrêt combat, hein. Même si c'est un championnat du monde, un championnat d'Europe, à un moment donné, on peut pas faire plus que ce qu'on est capable de faire sur un terrain. Si la plaie est hémorragique et qu'on n'arrive pas à la gérer, ou que c'est pas possible de la gérer, ben, stop combat. Faites gaffe, dans l'euphorie de la compétition, si vous êtes amené à gérer une plaie, eh ben, vous n'êtes pas à l'abri de vous piquer. Et si vous vous piquez, il va y avoir un médecin un peu angoissé sur le terrain qui va se dire: Oh putain, je me suis piqué, je ne connais pas le statut sérologique de l'individu, qui m'a dit non, non, j'ai rien, mais vous avez des doutes, vous ne savez pas, et que vous, bah, il va falloir finir par vous traiter. Donc pour ceux qui parmi vous bossent déjà à l'hôpital et tout, et que vous travaillez sur le terrain, c'est peut-être bien d'avoir un petit kit anti-rétroviraux à prendre avec vous, ce qui fait qu'au cas où vous êtes amené à suturer et que vous vous piquez, ben, éventuellement, vous faites tout ce qu'il faut, parce que sinon, ça veut dire que vous abandonnez la compétition, vous allez dans un lieu, on va vous prélever pour savoir ce qui s'est passé, voire commencer à vous donner une dose pour vous traiter. Sauf que si vous êtes seul médecin sur la compète, ça va être compliqué de se barrer parce que vous vous êtes piqué avec un individu. Donc, ayez-le à l'esprit et faites tout pour ne pas vous piquer sur le terrain. Et ensuite, dans la traumato, alors je ne vous fais pas tout le truc, hein, traumato, les trucs, c'est la commotion cérébrale, ça je pense que vous êtes à peu près tous au clair là-dessus. Il faut la détecter, si vous la détectez, c'est arrêt complet, hein. Quel que soit le sport, avec le SCAT6 actuellement. Donc au rugby, c'est clair. Au judo, ça y est, on l'a mis en place. Alors c'est mis en place, on a formé une grande partie des entraîneurs des cadres techniques au judo. Ils ont un e-learning sur le site de la fédération sur lequel ils peuvent se remettre à jour sur la commotion cérébrale, puisqu'on a pas mal de compétitions qui sont surveillées sans médical. Et qu'on a fait aussi arrêt de licence et stop licence dès lors qu'il y a une déclaration de commotion cérébrale faite par le terrain directement, c'est-à-dire par les organisateurs, ou mieux, s'il y a un médecin sur place. Voilà, mais il y a plein de fédés encore qui n'ont pas mis en place ce truc-là dans lequel il y a des commotions cérébrales. Donc, si vous surveillez une compétition et que vous détectez une commotion cérébrale, c'est arrêt complet, hein. Et puis, c'est vous qui décidez là sur place, hein. S'il ne veut pas, le sportif engage sa responsabilité derrière. Qui dit commotion cérébrale dit rachis cervical, être sûr qu'il n'y ait pas de gag. Donc, faites gaffe notamment aux sportifs qui vous dit qui est tombé, vous n'avez pas vu, vous avez pu voir. Commotion cérébrale éventuelle, petit mouvement du rachis cervical, soit en flexion, soit en latéroflexion, soit en hyperextension. Et il vous dit: Ah, ça va, doc, mais il est par terre. Il vous dit: Ah, j'ai quelques fourmis dans la main, mais elles sont en train de partir. Dès lors qu'il vous a décrit des paresthésies distales au niveau des mains, il s'est passé quelque chose au niveau de la moelle. OK? Donc, c'est stop compète. Là, c'est clair, il n'y a pas à discuter, c'est arrêt compétition. Il a peut-être eu qu'un petit étirement de la moelle sans lésion visible après radiologique et tout. Et si on fait une IRM, on va la voir. Donc, je rappelle que toute paresthésie transitoire égale arrêt de la compétition en cours au niveau du rachis cervical. Et dès lors qu'il y a un trauma de la tête, vous vérifiez le rachis cervical systématiquement avant de bouger l'individu. Et vice-versa, hein. S'il y a un trauma du rachis cervical, il y a de fortes chances peut-être qu'il y a peut-être eu commotion cérébrale en même temps. Donc, gérer les deux en même temps, selon les critères actuels, bien évidemment. Et si vous avez le moindre doute, vous immobilisez le rachis cervical avec un collier cervical ad hoc sur le terrain et évacuation derrière, bien évidemment. Particularité des adolescents, c'est les douleurs vives, lombaires, basses. Douleurs aiguës, 12 ans, 13 ans, 14 ans, quel que soit le sport, hein, foot, gym, tout ce que vous voulez. Puis d'un seul coup, il vient vous voir: Ah, je me suis fait hyper mal, j'ai mal dans le bas du dos.
J'ai entendu éventuellement craquer, mais pas forcément. Pensez à tout ce qui est lysismique ou spondylo sur les trucs aigus comme ça. Chez les enfants, la lysismique, c'est pas rare. Soit elle est asymptomatique la plupart du temps et découverte fortuite sur un bilan radio parce qu'il avait un peu mal au dos, puis on s'aperçoit qu'il l'avait déjà. Soit il se la déclenche en compétition. Et si douleur, ça arrive en compétition, c'est stop, compète et bilan. Et bilan radio derrière, systématique à la recherche, notamment de cette lysismique, parce que si on peut la traiter tout de suite, c'est mieux que d'attendre à distance. Le tronc, je vous l'ai dit, cage thoracique, fracture de côte, ça existe, fracture sternum, ça existe, fracture clavicule, ça existe. Ce qui nous intéresse, nous, c'est derrière, est-ce que ça a été touché ou pas derrière, c'est-à-dire pneumothorax, hémopneumothorax, problème cardiaque de commotion cordis, et si on est notamment sur des lésions de la sternoclaviculaire, en aigu, vous allez tout de suite le voir, puisqu'on dit classiquement qu'une fois que la sternoclaviculaire, elle s'est luxée en avant ou en arrière, il y a un œdème localisé. Si vous surveillez la compétition, vous allez tout de suite voir que la sternoclaviculaire, il y a eu une luxation, soit elle est antérieure, soit elle est postérieure. Et si elle est postérieure, je rappelle que dans le médiastin, il y a des petits vaisseaux qui passent. Et donc l'idée, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu une contusion des parois, des gros vaisseaux qui passent derrière ou pas. Parce que ça va conditionner la prise en charge derrière, bien évidemment. Et puis je vous l'ai dit, tout trauma abdominal, je vous en ai déjà parlé, donc je passe. Ensuite, tout ce qui va être ORL, stomato, les trucs les plus fréquents, c'est les épistaxis traumatiques. Alors, il peut y avoir plus ou moins associé une fracture des os propres du nez. Si c'est pas trop dévié et tout, vous avez le droit de mettre vos petits cotons divers et variés dans le nez. Faites toujours un méchage bilatéral, c'est plus efficace que unilatéral. Et s'il y a une luxation complète des os propres du nez avec fracture, etc., et que le nez qui est passé complètement sur le côté, bah, dans l'urgence, vous avez le droit de le remettre au moins dans l'axe. Ça ne fera pas plus mal que quand il est parti. Par contre, si on doit le faire un peu plus tard, ça fera franchement plus mal. Donc, faites gaffe. Essayez de le réaligner tout de suite. Et puis, de toute façon, ça sera stop compète, vous vous en doutez. Il peut y avoir des otites barotraumatiques, donc une autoragie brutale sur un coup porté à la tête. Et le sujet saigne. Bah, ayez avec vous un otoscope, ça peut être utile, même si vous n'allez pas voir grand-chose puisque ça saigne. Avec une douleur à l'oreille, bah, là, de toute façon, c'est traitement antalgique et puis ça sera évacuation pour qu'on puisse aller voir ce qui se passe derrière et gérer son otite barotraumatique. Ophtalmo, les principaux trucs que vous pouvez avoir, c'est des coups d'ongles, en dehors des traumas directs de l'œil par des objets sportifs divers et variés, les petites balles au squash ou je ne sais quoi. C'est les pathologies de cornée, hein. Donc, quand vous suivez des équipes, ayez avec vous de quoi gérer une éventuelle kératite post-coup d'ongle, parce que c'est ça qui fait surtout très mal. La conjonctivite, on s'en fout un peu, mais ça se traite. Mais la kératite, ça fait beaucoup plus mal. Et donc, ayez avec vous ce qu'il faut pour pouvoir traiter ces pathologies des coups d'ongle qui ne vont pas forcément faire mal tout de suite, mais qui vont faire mal 2-3 heures après. Pathologie liée aux lentilles. C'est surtout la lentille qui tombe et que le sportif adore la ramasser, la lécher et la remettre dans l'œil. Et là, pareil, préparez-vous à traiter la kératite derrière. Donc, informez bien vos athlètes qui ont des lentilles. Si elle est tombée, elle est tombée. Soit ils peuvent finir sans la remettre tout de suite, soit ils la remettent, mais s'ils la remettent, il va falloir en utiliser une autre parce que le temps de la désinfecter, ne va pas pouvoir repartir tout de suite. Et puis, vous avez toutes les parties stomato, donc dentaires. Il y a une luxation ou une fracture dentaire. Essayez de me récupérer le morceau ou la dent. Vous la remettez en place. Si vous pouvez tout de suite, c'est mieux. Puis vous la faites tenir avec compresse, chewing-gum, tout ce que vous voulez, voire de la colle. La colle, ça marche bien aussi pour la tenir. Et je rappelle que l'urgence dentaire, c'est si possible dans les 6 heures. Et donc, pareil, quand vous surveillez une compétition, alors je vais parler en France, essayez de savoir où est-ce qu'il y a un centre dentaire qui fonctionne H24. Pour ceux qui sont Île-de-France, c'est la Pitié qui est capable de les voir assez rapidement et de gérer derrière. Voilà, s'il y a un fragment de dent ou une dent luxée, mais vous n'arrivez pas à la remettre, vous la mettez dans un petit pot avec du sérum phi. Surtout, vous nettoyez pas la couronne, enfin la gencive qui est autour de la dent, vous la laissez. Et vous nettoyez, vous la faites tremper dans du sérum phi, vous lui laissez à l'athlète et vous lui dites que ça serait bien que tu ailles voir le dentiste rapidos.
Mais quand c'est un samedi, un dimanche, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc, en Île-de-France, c'est la pitié. Pour les autres régions, je ne les connais pas par cœur, vous vous en doutez. Et ensuite, vous avez les pathologies membres sup, membres inf, de ce qu'on peut faire sur le terrain ou pas, suivant qu'on est sur entorse, luxation, fracture, en fonction épaule, coude, poignet, main ou doigt. L'épaule, bah, en clair, s'il n'y a pas de contre-indication à la réduction et que vous maîtrisez la technique, j'insiste bien là-dessus, donc vous savez faire, et que vous avez déjà fait principalement dans les services d'urgence, et que vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez tenter one shot sur le terrain, à condition qu'il n'y ait pas de douleur ni quoi que ce soit. Et la technique à privilégier, c'est la manœuvre de Milk, où vous allez faire une abduction progressivement et vous allez amener l'épaule complètement à 180 degrés en élévation antérieure, où l'épaule va faire une espèce de translation, hein. Vous avez votre glaine, l'épaule elle est partie en avant, et hop, vous vous tractez et ça va glisser et se remettre en place. Vous avez le droit de le tenter si vous avez si vous maîtrisez bien la technique et que vous savez le faire. Faites gaffe à certains entraîneurs qui se croient tout permis et qui disent bah les docs, tu la remets, puis vous dites bah non, je ne sais pas faire, et c'est l'entraîneur qui va la remettre. Parce qu'il a déjà vu faire une fois ou deux fois et il va se prendre pour un docteur. Donc vous pouvez éventuellement l'empêcher, c'est bien qu'il ne fasse pas de conneries, mais parfois c'est trop tard. Et il le fait. Alors parfois ça se passe très bien, hein, évidemment, mais parfois ça ne va pas bien se passer du tout. Donc voilà. Sur l'épaule, il y a les lésions acromioclaviculaires. Ça, c'est sous la peau, ça se voit. Sterno, vous allez voir tout de suite. Et après, c'est fracture de clavicule. C'est sous la peau, donc vous allez tout de suite faire le diagnostic. Vous n'avez pas besoin de la radio, hein. Et sportifs plus âgés, pensez aux lésions traumatiques aiguës de la coiffe. Il n'y a pas d'urgence, hein. Peut être géré dans la semaine qui suit. Il n'y a pas d'urgence, mais cliniquement, vous allez faire le diagnostic tout de suite. Coude, vous avez quoi? Vous avez les luxations qui sont préférentiellement postérolatérales. Pareil, je n'y touche que si je suis capable de réduire. Alors attendez, petit détail avant, je reviens sur l'épaule. Sur ceux qui savent réduire, faites gaffe, notamment si vous n'avez pas de pouls radial avant la réduction, puisqu'on fait toujours son bilan vasculo-nerveux distal, je le rappelle, qui sera consigné dans votre registre des patients que vous suivez, des sportifs que vous voyez sur le terrain. Si vous n'avez pas de pouls, ce n'est pas une contre-indication à la réduction. Par contre, il faut s'assurer qu'il y ait bien un pouls après. Et lui, il est hors de question qu'il rentre avec son équipe, hein. Lui, il fait un passage vers le centre des urgences pour aller vérifier que l'artère axillaire, la paroi de l'artère n'a pas été touchée et comprimée et lésée lors de la luxation. Il est hors de question de laisser repartir quelqu'un avec son équipe parce qu'il n'avait pas de pouls avant, vous avez réduit, on vous traite de sauveur, merci docteur, et nous on s'en va, on a un train à prendre dans une heure. Non, c'est hors de question, hein. Vous lui dites bien qu'il doit passer par la case urgence. D'où le fait de tenir votre registre, comme quoi vous avez bien donné les bonnes consignes. Parce qu'une fois qu'il est réduit, lui, il va bien, il a son épaule dans une écharpe, et merci docteur, je rentre chez moi. Voilà, c'est les petits détails qu'il faut dire. Donc, je reviens à mon coude. Faites attention chez les jeunes parce que ça peut être des fractures de palais tuméral et pas des luxations postérieures. On le voit tout de suite, hein, sur le terrain. Vous vous doutez bien qu'entre les deux os qui partent et la fracture de la palais tumérale à cet endroit-là, vous n'allez pas avoir le même schéma sous la peau quand vous les voyez tout de suite, hein. Quand vous les voyez déjà un quart d'heure après, tout a gonflé, donc on ne fait plus le distinguo. Faites gaffe sur les entorses du plan médial, c'est ce qui est le plus fréquent au niveau du coude après. Et rarement, c'est des insertions basses du biceps brachial. Bah, ça, vous connaissez les signes cliniques. Il n'y a pas d'urgence, mais il ne faut pas le faire non plus 4 semaines après, hein. Sinon, ça fait un Popeye inversé avec un biceps qui remonte et une dysfonction relative de la pronosupination, principalement du coude, pas de l'avant-bras. Et pour finir, membre sup, trauma, poignet, main et doigts. Vous avez quoi? Vous avez les entorses, c'est facile à gérer. Vous avez les luxations de doigts. Les deux principales, c'est soit les luxations latérales, et principalement au niveau de l'IPP, avec le doigt qui est de travers, bah, là, il suffit juste de le réaxer, hein, c'est pas compliqué. Et vous avez les luxations dorsales. Luxation dorsale, c'est souvent P2 qui passe en dorsale par rapport à P1. Là, si vous tractez dans l'axe, vous n'arriverez jamais à réduire parce que vous avez les deux condyles l'un sur l'autre.
Et donc, quand vous tractez, ça va bloquer. Donc, il faut aggraver la luxation, tracter et que le condyle de P2 passe au-dessus du condyle de P1. Si vous ne savez pas faire, vous ne faites pas, vous immobilisez, vous évacuez. Si vous savez faire, vous avez le droit de le faire sur le terrain. Certes, il peut y avoir une petite fracture sur une des insertions ligamentaires ou des attaches des bases de la phalange au-dessus, mais ça ne contradit pas les réductions. Là où il faut se méfier un peu, c'est la luxation de P1 sur M1. Je rappelle qu'il y a des sésamoïdes ici. Vous pouvez en avoir ici, mais elles sont plus rares. Et que les sésamoïdes, le problème, c'est que sans la radio, je ne sais pas si les sésamoïdes sont partis avec tout derrière, si les sésamoïdes sont restés en place et que le doigt, je peux le réduire. Alors en clair, sur le terrain, vous allez commencer la technique de phare à bœuf. Si vous voyez que ça coince et que ça ne passe pas, stop. On ne cherche pas à déclencher de douleurs horribles pour le patient. On immobilise et puis évacuation radio dans le service d'urgence. Membrinf pour terminer, et après je répondrai à vos questions. Donc bassin, genou, cheville, pied et orteil, hein, et pareil, les mêmes pathologies que vous pouvez avoir. Tout ce qui est trauma de bassin, luxation de hanche, ça arrive sur le terrain, sur plutôt des grands écarts. Pour vous le dire, au judo, on en a eu 4. Il est hors de question sur le terrain de tenter la moindre réduction. Donc là, c'est clair, c'est immobilisation dans la position antalgique du sujet. On peut lui filer un antalgique, et là, minimum palier 2. Et très vite, on appelle le 15 parce que ça ne sera pas que les pompiers qui vont l'emmener, ça va être le 15 qui va l'emmener en ayant perfusé et tout. Et puis, ça sera réduction au bloc ou aux urgences traumato s'ils sont équipés pour les réduire. Après, imagerie, bien sûr. Mais je vous rassure, ce n'est pas ce qu'il y a le plus fréquent, c'est l'impotence douloureuse du sujet jeune. Et pensez à tous les noyaux d'ossification où ils peuvent arracher l'épiniliaque antérosup, antéro-inf, postéro-inf, ou sur la crête iliaque, avec des arrachements qui peuvent survenir et une impotence fonctionnelle sur un shoot ou autre, et douleur brutale, impotence fonctionnelle, sujet jeune. Globalement, il peut y avoir tous ces arrachements apophysaires qui peuvent survenir, donc c'est forcément arrêt compète, antalgie, évacuation et radio aux urgences. Alors c'est un peu moins urgent quand c'est la crête iliaque, sur des mouvements de torsion qui peuvent se passer dans certains sports. C'est hyper douloureux, ça peut les embêter pour continuer la compétition, donc si c'est le cas, ben, c'est arrêt compète. Et la radio, elle est un peu moins urgente quand il s'agit d'une crête iliaque que quand il s'agit, vous vous doutez bien, de l'épiniliaque antéro-inf ou des ischio-jambiers. Genoux, euh, 3 petits trucs à savoir. Luxation de la patella. Bah là, sur le terrain, vous allez le voir, hein, la rotule, elle est sur le côté, sur un genou, plié. Donc, vous allez me dire, ouais, mais il peut y avoir un petit arrachement osseux et tout. Ben, il suffit juste de rallonger la jambe, parfois de pousser un petit peu la patella pour qu'elle se remette en place. Et ce n'est pas vous qui allez créer ces lésions ostéochondrales de passage lorsqu'elle s'est luxée. Quand vous l'attendez, vous retendez le membre tout doucement et vous la poussez légèrement. Ce n'est pas là que vous allez faire de dégâts. Et je vais être honnête, c'est mieux de transporter quelqu'un qui a une jambe en extension et luxation de patella authentifiée par vous sur le terrain, que de le transporter avec la jambe en flexion, avec la telle des pompiers thermoformés, certes, mais si on peut les remettre en place tout de suite, c'est bien. Et en plus, vous les voyez tout de suite, ça n'a pas gonflé, vous voyez tout de suite si la rotule elle est nickel ou si elle est fracturée. Donc, vous, sur le terrain, vous allez le voir tout de suite. Si vous l'examinez 1 heure après aux urgences, ça va avoir gonflé, donc on ne sait pas trop. Donc, forcément, on fait une radio d'abord et on réduit après s'il y a. Fracture de la patella sur le terrain, vous allez le voir tout de suite, hein. Impotence fonctionnelle avec d'emblée la solution de continuité que vous allez voir. Et luxation de genou, c'est exceptionnel dans la plupart des sports qu'on suit, mais ça peut arriver. Et donc, si vous avez ce tableau d'emblée avec une luxation de genou, entre guillemets, le genou, on s'en fout, hein. Ce qui nous intéresse, c'est l'artère poplitée, hein. De savoir s'il y a un hématome compressif d'emblée ici avec diminution ou absence des poux périphériques. Et que là, quand vous allez prévenir le 15, vous dites j'ai une luxation de genou avec plus de poux périphériques, ça veut dire que le 15 va venir, mais va nous l'évacuer vers un endroit où on peut gérer du vasculaire et accessoirement de l'ortho, hein. Mais
ne l'envoyez pas dans un endroit où il n'y a que de l'ortho, parce qu'il va falloir l'envoyer secondairement pour du vasculaire. On aura perdu du temps et ça peut aller à l'amputation, hein, si ça n'a pas été géré très vite. Donc voilà, et alors je ne parle pas du pivot central, hein, mais tout traumatisme du genou égale preuve du pivot central jusqu'à preuve du contraire. Donc vous avez la chance, quand vous êtes sur le terrain, de pouvoir examiner le genou tout de suite, dans la minute ou les 2 minutes qui suivent. Donc recherchez-moi très vite s'il y a une lésion du pivot central, s'il y a une lésion des plans latéraux. Une lésion de ménisque, vous avez le droit d'avoir une anse de saut directe en aigu, réception de saut, et clac, ça arrive avec un genou bloqué. Bon, bah, le diagnostic, vous l'avez fait quasiment sur place, hein. Voilà. Mais examinez-les tout de suite parce que quand on les examine déjà 1 heure après, c'est beaucoup plus compliqué par la douleur induite par les lésions ligamentaires, notamment des plans latéraux ou médiales. Donc pensez à la rechercher immédiatement sur le terrain. Jambes-chevilles, la petite anecdote de ceux qui avaient suivi les Jeux de Rio avec notre gymnaste français qui s'était donc fait cette fracture de jambe. Là, sur le tatami, quand je l'ai interrogé, il avait pas mal. Sur le tapis, là, des formations professionnelles, tatami. Sur le tapis de gym, il avait pas mal. C'est quand on a commencé à s'en occuper de les réaligner qu'il est un peu douloureux. Puis quand il était dans l'ambulance à Rio avec tous les nids de poules qu'il y a sur les routes à Rio, c'est là qu'il en a bavé. Et petite anecdote secondaire, il a été opéré dans la nuit, donc évidemment, clouage centromédulaire, avec sa botte de marche et tout derrière. Et il arrive en béquille le lendemain matin au village, c'est moi qui le réceptionne avec les équipes de France qu'il avait accompagnées et puis le coach. Et qu'est-ce qu'il me dit en arrivant? Bon doc, demain j'ai les anneaux, est-ce que je peux les faire? Je lui ai répondu, bien entendu, que évidemment il pouvait les faire. La réception allait être un peu problématique, vous en doutez. Vous voyez dans quel état d'esprit sont nos athlètes de haut niveau. Il faudrait quasiment les amputer de partout. Et encore, vous avez vu qu'aux Jeux paralympiques, il y en a qui sont capables de faire des choses fantastiques, eu égard aux Brésiliens nageurs que vous avez tous vus. Sinon, après, c'est entorses de cheville ou fractures de cheville, mais la plupart du temps, c'est des entorses. Très rarement lésions tendineuses sur le terrain, éventuellement un tendon calcanéen qui seront, mais ça, vous savez faire, et qu'il n'y a pas d'urgence absolue à le gérer tout de suite. Les autres lésions tendineuses, en aigu, sont rarissimes sur le terrain, mais ça peut arriver. Et pour finir, les pathologies musculaires, ben, soit lésions extrinsèques par choc direct, soit lésions intrinsèques, soit parfois du mixte. Pas d'urgence, à vous de tester sur le terrain. L'avantage, là encore, c'est qu'on les teste tout de suite et donc on est capable de voir tout de suite si c'est important ou si c'est juste une simple petite béquille et il peut reprendre. Ou s'il a senti que ça avait tiré sur une accélération et tout. Et de toute façon, le sportif, de par lui-même, va vous dire stop, je ne peux pas accélérer. Voilà. Donc j'ai à peu près fini de balayer rapidement tout ce qu'on pouvait faire sur les urgences terrain. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre et puis je vous enverrai, vous me direz à qui j'envoie le topo pour ceux qui veulent l'avoir. Et voilà. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il existe une liste faite pour les médecins du sport pour les sacs d'urgence ou c'est des sacs d'urgence classiques? Non, c'est Pour- ça d'urgence classique. Je vous ai mis une diapo avec ce qu'il fallait avoir, vous, à peu près sur le terrain. Il y a évidemment, si vous êtes tout seul, il y a tout le matériel de contention que pourraient avoir les kinés entre les straps, etc. Donc, si vous êtes seul, ben, ayez quand même un peu de matériel pour au moins faire quelques straps, etc. Alors, pareil, hein, si vous achetez quelques boîtes de straps, c'est quand même pas gratuit ces trucs-là. Donc, il va quand même falloir voir avec l'organisateur si c'est lui qui vous le prend dans votre note de frais générale ou si c'est lui qui vous les fournit. Parce que si vous allez à une compète, mais que vous apportez vous-même tout le matos et que vous en consommez pas mal, n'oubliez pas de vous le faire rembourser par l'organisateur. C'est un petit détail. Autre question. Moi, j'avais une question sur les pathologies ophtalmo. Ouais. Concrètement, vous mettez quoi sur les coups d'ongles, etc. Eh ben, coup d'ongle, tu vas t'assurer que tu n'aies pas de lésion de la cornée. Donc, il va falloir que tu aies avec toi un peu de fluorescéine, déjà et d'une. Et puis après, s'il y a, ben, ça va être les antiseptiques classiques, voire antibiotiques. Si tu as une petite plaie de cornée avec une fluorescéine positive, vous allez traiter comme vous avez appris à traiter. Le problème, c'est que quand vous êtes en équipe de France ou équipe club et que vous êtes notamment à l'étranger ou vous êtes en stage ou autre,
Ça veut dire que dans votre trousse médicale, il y a quand même ces trucs-là, parce que c'est toujours un peu compliqué d'avoir ou de récupérer ce type de traitement quand vous êtes notamment à l'étranger. C'est du vécu, donc je me suis fait avoir une fois, mais pas deux. D'accord, merci. Autre question? Non, j'ai été complet sur le terrain. Ouais, merci beaucoup, Alain. C'était passionnant. Bon, après, du haut de ta longue expérience, on a pu voir que tu avais un petit peu tout vécu. C'est vrai que on espère tous qu'on sera jamais amené à voir dans les cardio-respiratoires et autres, mais c'est toujours bon de se le rappeler, puisque, on peut tous être amené à le vivre. Donc, c'est vrai que ça nous invite à être prudent quand on médicalise des compétitions et à vraiment faire attention, quoi. Bah, l'idée pour vous, en tant que médecin du sport, c'est il faut faire du terrain, c'est clair, parce que ça vous donne l'autre version et l'autre vue de la pathologie terrain versus ce que vous voyez dans vos cabinets. Mais que vous êtes susceptible d'être en contact avec tout ça, hein. Les arrêts cardio-respiratoires, moi, en pas loin de 40 ans de surveillance de compète, j'en ai eu que 3 à gérer, hein. Donc, c'est pas énorme. Le problème, c'est que c'est 3 qu'il fallait gérer. Et 3, c'était une fois un athlète et 2 fois le public. Voilà. Donc, ça peut arriver. Après, les crises d'asthme, il y en a eu peu, des crises convulsives, très peu, mais ça peut arriver à tout moment. Et après, c'est principalement de la traumato. Donc, vous êtes outillé pour gérer la traumato. Il y a des trucs qu'on peut faire terrain et des trucs qu'il vaut mieux pas faire terrain si on n'est pas habitué, hein. Moi, j'ai un bagage de 25 ans d'urgence derrière, donc forcément, ça aide. Et ceux qui n'en ont pas fait, ben, vous êtes un peu plus démunis parce que vous n'avez pas tout ce rapport à ce qu'on peut faire en urgence sur le terrain, etc. Donc, forcément, ça peut vous, donc, surtout, le conseil, c'est ne vous lancez pas dans un truc si vous ne savez pas le faire. Voilà, c'est la prudence avant tout, et voilà. Autre question? Non? Non. Je sais pas si on m'entend. Ouais, je t'écoute. Ouais, concernant la luxation d'épaule, est-ce que d'un point de vue médico-légal, on risque pas aussi de, au même titre que la luxation rotulienne, de recréer des lésions osseuses qui risquent d'aggraver le tableau d'épaule? Est-ce qu'il n'y a pas aussi intérêt d'attendre la radio initiale avant réduction dans certains cas? Est-ce que vous conseillez, vous? Alors, non, le médico-légal, il n'est pas à ce niveau-là. Le médico-légal, il est sur ton expérience, c'est-à-dire si tu as tenté de réduire une épaule pour la première fois sur le terrain et que tu l'as jamais fait avant, en clair, dans un service d'urgence, hein, puisque il n'y a guère que là qu'on les réduit maintenant. Non, c'est pas. Si en plus tu utilises la bonne technique, et notamment la technique de Milk, hein, je ne vous fais pas un cours, c'est la pathologie de l'épaule, mais c'est celle-ci qu'il faut utiliser. C'est la plus simple à utiliser et celle qui fait le moins mal. Pour l'avoir utilisé X fois, quasiment une fois sur deux, le patient que j'ai réduit, je ne savais pas que je l'avais réduit et le patient, il n'a rien senti parce qu'il a senti que c'était sorti. Il va se dire, oh putain, ça va faire mal quand ça va rentrer. Donc, il se contracte. Et dès lors qu'il se contracte, vous n'arriverez pas à réduire l'épaule. Donc, il faut qu'il soit décontracté et qu'il comprenne bien ce qu'il en est. Le médico-légal, il est sur ton examen vasculo-nerveux, il est sur ta clinique initiale, il est sur ton expérience, je sais faire ou je ne sais pas faire. Il est éventuellement sur la technique que tu utilises. Si tu utilises la technique d'Hippocrate ou la technique de la chaise ou du etc. ou du cocher, vous allez faire ressauter l'épaule dans l'autre sens. Donc, c'est plus violent que la technique de Milk. Donc oui, tu peux éventuellement, si tu n'as pas fait de radio avant, abîmer la glène plus que la tête. Abîmer la glène si tu utilises une technique de rotation, adduction, pardon, tic cochère, où tu refais sauter la tête dans le sens. Donc je vous déconseille fortement d'utiliser cette technique, même si elle est connue et qu'il y en a pas mal qui l'utilisent. Voilà. Si tu utilises la technique de Milk sur le terrain, c'est pas toi qui auras créé les lésions osseuses visibles sur une radio secondaire. Ça s'est fait lorsque c'est sorti. OK? Voilà, donc tu as ton examen vasculo-nerveux initial. Si tu sais faire et que tu connais bien, notamment la technique de Milk, on peut utiliser Milk ou Ovelius. Ovelius, c'est la même, mais tu le fais dans le plan frontal, alors que l'autre, tu l'as fait dans le plan à 30 degrés d'inclinaison. Je ne rentre pas dans le détail.
tu crains rien sur ces techniques-là. Maintenant, si tu démarres la technique et que le sujet, il hurle de douleur, tu t'arrêtes et tu cherches pas à le faire. En fait, nos collègues chirurgiens, et que certains d'entre vous connaissent, pour ceux qui font un peu de chirurgie d'urgence, ils sont sur le mode ne touchez pas et vous réduisez, sauf que, évidemment, sur ceux qui savent réduire, vous avez le droit de tenter one shot sur le terrain. Il ne s'agit pas d'y passer 20 minutes et de tirer pendant un malade pendant 20 minutes sur le terrain. Voilà. Mais l'avantage, encore une fois, vous êtes à H0, le sujet s'est pas encore contracté, vous avez fait votre examen vasculaire nerveux. Dans la minute qui suit, vous êtes capable de la réduire. Vous allez voir que, là encore, je vous livre mon expérience personnelle, parce que j'en ai réduit un paquet sur le terrain. Bah, ça se réduit tout seul. Je n'ai même pas le temps de finir ma manœuvre qu'elle se réduit parce que le sujet ne s'est pas encore contracté. OK? Mais ça, tant que vous ne l'avez pas vécu sur le terrain, vous ne pouvez pas le savoir, puisqu'il n'y a que les gens qui font ça sur le terrain qui le savent. Donc, c'est difficile à expliquer à des gens qui ne sont jamais venus le faire sur le terrain et qui nous expliquent, parce qu'ils sont PUPH d'orthopédie en travaillant dans un bloc, que faut pas le faire sur le terrain. C'est une erreur, mais ils n'en ont jamais fait sur le terrain, donc c'est pour ça. Donc il y a des guidelines à respecter, voilà, donc que je vous ai donné. Maintenant, si vous avez vécu un peu aux urgences, que vous en avez fait aux urgences et que vous êtes capable de les réduire, vous avez le droit d'essayer sur le terrain selon ce que je vous ai dit. Ok, merci beaucoup. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce qu'il y a le match de foot qui arrive, donc vous êtes tous libres pour aller voir le match de foot?